Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Et bienvenue dans la 16/9e, votre rendez-vous sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Le sommaire. Bonsoir, en fait, bonsoir Guillaume. Je vais te dire bonsoir, j'ai l'habitude. Non, mais c'est pas grave. Bonsoir à vous, cher Kevin, et très content d'être là, évidemment, pour parler de l'actualité cinéma et de toutes les projections que vous pourrez retrouver dès demain, soit au Victoria, soit aux Toiles du Lac. Oui, et d'ailleurs, le sommaire est assez complet parce que demain, c'est une grosse journée de sortie. Beaucoup de variétés. Il y a du film d'auteur, du film d'animation, du grand film historique. Oui. Blockbuster, peut-être on peut le qualifier quand même. Hein. Un blockbuster d'auteur, comme ils aiment bien le dire. Oui, c'est vrai. En deuxième partie de cette soirée, après une première pause musicale, nous reviendrons sur les sorties de la semaine dernière que nous avons vues. Donc, à vrai dire, on va parler de deux films. C'est Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, et de Gueule Noire. On pourra vous dire si on vous conseille de voir ces films qui sont encore disponibles en salle ou si plutôt on vous invite à les éviter. Tout à fait. Et en dernière partie, nous ferons un petit focus sur le réalisateur Ridley Scott. On reviendra un petit peu sur sa carrière et puis nous vous conseillerons 3 films un peu méconnus, dirait-on, ou dont on ne parle pas suffisamment et qu'on vous conseille fortement. Voilà, donc ça veut dire pas Alien, pas Blade Runner et pas Gladiator. Voilà. De toute façon, voilà, on a évité les plus gros, sachant que la semaine prochaine, nous ferons un focus sur les adaptations de Napoléon au cinéma. Voilà, histoire d'être bien chauvin, on sera bien français. D'ailleurs, Ridley Scott a dit, vous n'êtes pas fiers d'être français, ben voilà. Oui, les Français ne s'aiment pas eux-mêmes, c'est lui qui l'a dit. C'est ça, exactement. A-t-il raison ? Peut-être envie de dire que oui. Oui, peut-être. On passe du coup directement aux sorties de la semaine et c'est toi Guillaume qui ouvre le bal. Et oui, comme nous l'avons dit, cette semaine sort Napoléon, donc de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby et le français Tahar Rahim. Fresque spectaculaire, Napoléon s'attache à l'ascension et à la chute de l'empereur Napoléon Bonaparte. Le film retrace la conquête acharnée du pouvoir par Bonaparte à travers le prisme de ses rapports passionnels et tourmenté avec Joséphine, le grand amour de sa vie, et on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Mais ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier, ne pouvant prétendre à aucune charge. Mais je marche dans les pas d'Alexandre le Grand et de César. Quel est votre nom ? Napoléon. Le cours de ma vie vient-il de changer ? Napoléon. Eh ben, en tout cas, moi, j'ai vraiment hâte, puisque j'aime beaucoup la figure historique de Napoléon. J'ai lu quand même pas mal de bouquins et vu énormément de films, donc j'ai hâte de voir ce que nous propose Ridley Scott, même si j'ai quand même un peu peur d'un Anglais à la barre. Et vu ses dernières sorties un petit peu dans les tabloïds, j'ai un peu peur que le personnage soit trop manichéen, peut-être. Mais bon, à voir. En tout cas, d'après les retours, les scènes de bataille sont excellentes. Oui, il y en aura pour tous les goûts, sachant que, petite précision, il y aura une version de 4 heures qui sortira sur Apple TV, mais nous n'avons pas de date, mais ça pourrait être très rapide. Oui, ça sans doute début d'année prochaine, et en tout cas, notre avis sur Napoléon, nous vous le délivrons dès la semaine prochaine, puisque nous allons bien sûr courir le voir en salle. Absolument. Autre sortie, Mars Express. C'est un film d'animation réalisé par Jérémy Perrin avec les voix de Léa Drucker, Mathieu Amalric et Daniel Gnaud-Lobé. C'est un film d'anticipation, de science-fiction où en l'an 2200, donc c'est très très loin, Aline Ruby, détective privé obstiné, et Carlos Rivera, son partenaire Android, sont embauchés par un riche homme d'affaires afin de capturer sur Terre une célèbre hackeuse. Ça sort aux Toiles du Lac et on écoute un extrait de bande-annonce tout de suite. Aline Ruby, Carlos ne vous a pas fait entrer ? Ah oui, lui aussi mise à jour. C'est ma fille, June. Elle a disparu et sa camarade de chambre aussi. Sa chambre est au campus Alan Turing. Mode sobriété activé. Ouais, désactivation. Elles ont disparu ensemble. Qu'est-ce qu'elles pouvaient avoir en commun ? C'est donc un film d'animation français que vous pourrez voir aux Toiles du Lac. C'est un film d'animation aussi adulte, très mature, donc pas du tout destiné aux enfants. Et si le style vous plaît, eh bien écoutez, vous pourrez le voir dès demain. Est-ce que toi tu serais intéressé par ce film d'animation ? Pas tellement. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais c'est les films d'animation. Je cours pas après.
Ah oui, c'est des choses qui arrivent, Oui, malheureusement. Autre sortie, donc Je ne suis pas un héros de Rudy Milstein avec Vincent De Dienne, Géraldine Nakache et Clémence Poésy. Louis, c'est ce mec super gentil et dans son cabinet d'avocat, ce n'est pas un compliment. Le jour où son médecin lui diagnostique par erreur une maladie grave, le regard des autres change. On fait enfin attention à lui, on lui pose des questions et on écoute les réponses. Louis existe enfin, alors bien évidemment, il hésite à dire qu'il va très bien. On écoute tout de suite un petit texte. Je suis désolé, je suis en retard. Pourquoi t'as pas pu finir le mémo? Je suis allé chez le médecin, il m'a diagnostiqué un cancer. Je te trouve très courageux, Louis. Ah, c'est bien ça. Tout va bien. Comment ça? Je suis désolé de vous avoir inquiété pour rien, mais vous savez, j'en vois tellement que... Ah ouais, mais c'est dommage parce que c'est grâce à ça que t'as eu une promotion. Tes parents, ils s'aiment parce que t'as un cancer. À partir d'aujourd'hui, c'est que des bonnes ondes. Il n'y a pas besoin, Et d'abord, là... Et t'as pécho une meuf parce que t'as un cancer. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont malades. Je sais pas si tu comprends ce mot malade en vrai. Alors oui, je pense qu'il comprend parce qu'il vient juste de débuter une chimiothérapie. N'est-ce pas? Donc t'as loué un cancéreux pour nous faire de la peine. Qui loue tout la meuf? Voilà, une comédie sur fond un peu d'humour noir. Ça sera disponible où? Au Toile du Lac. Au Toile du Lac. Ça me fait quand même pas mal penser à la série Sick Note qui était sortie avec comment il s'appelait, Rupert Green et le comparse de Simon Pegg, Nick Frost. Voilà. Nick Frost. Ça a l'air d'être à peu près le même pitch, mais bon. Oui, c'est-à-dire quelqu'un qui en fait se fait passer pour malade parce que ça lui sert. Alors lui, à la base, il pense être malade et après il découvre qu'il ne l'est pas. Mais bon, voilà. Je suis mitigé, mais bon. Pourquoi pas, il en faut pour tous les goûts. Bien sûr. À noter aussi que sera disponible à partir de demain au Toile du Lac un film qui normalement était prévu de sortir la semaine dernière. C'est Sound of Freedom. C'est un film américain d'Alejandro Monteverde avec Jim Caviezel, Bill Camp et Crystal Aparicio. Sound of Freedom est un thriller basé sur l'incroyable histoire vraie d'un ancien agent fédéral américain qui se lance dans une opération de sauvetage au péril de sa vie pour libérer des centaines d'enfants prisonniers de trafiquants sexuels. Alors, vu que nous n'avons pas passé d'extrait de bande-annonce de ce film qui, on va pas se mentir, est assez polémiste. Oui, du fait des financements, des gens qui ont financement, de la véracité peut-être de certaines histoires dont ils se basent. En tout cas, allez-y, mais allez-y peut-être avec du recul. Voilà. Et renseignez-vous un petit peu. Avant sur qui finance et qui soutient ce film. Sauf si vous prenez vraiment le film pour ce qu'il est, pour une œuvre cinématographique, mais méfiance un petit peu. Voilà. Autre sortie. Oui, Rien à perdre que j'avais pu découvrir au Festival de Cannes 2023. Je crois que c'était un des derniers jours, donc de Delphine Delégeau avec Virginie Efira, Félix Lefebvre et Ariel Mortolter. Voilà, excusez-moi pour... Très bon acteur qui était dans le Procès Goldman, sorti cette année. Oui. Tout à fait. L'histoire raconte celle de Sylvie qui vit à Brest avec ses 2 enfants, Sofiane et Jean-Jacques. Une nuit, Sofiane se blesse alors qu'il est seul dans l'appartement. Les services sociaux sont alertés et placent l'enfant en foyer. Le temps de mener une enquête. Persuadée d'être victime d'une erreur judiciaire, Sylvie se lance dans un combat pour récupérer son fils. Et on écoute un petit extrait. Je vous présente Sylvie. Son fils a été placé 6 mois le temps d'une enquête. Peut-être tu peux nous en parler un petit peu. C'est un principe de précaution. Une mère absente, un mineur blessé, ils ont peur de passer à côté d'un enfant maltraité. Qui a fait le signalement? La police. Ou l'hôpital. Et vous verrez le juge dans 15 jours. Il ira où pendant 15 jours? Il ira dans un foyer. Bah non, il ira pas dans un foyer, vous êtes malade, vous, quoi? Faut que tu lâches prise. Ils voudront rien savoir de toute façon. Il va pas bien, j'ai besoin de le voir, je le vois quand. Ce qu'on fait, c'est pour vous, c'est dans votre intérêt. À vous de voir quel combat vous voulez mener. Contre eux ou pour votre fils. Un film vraiment coup de cœur que je vous conseille d'aller voir. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié le visionnage quand je l'ai vu à Cannes avec une excellente Virginie Efira qui joue le rôle d'une mère un peu borderline, voilà, pour être précis. Mais vraiment, oui, c'est l'interprétation est tout en nuances et mais on prend pas vraiment parti soit pour l'un ou pour l'autre. Enfin, c'est assez particulier. Vous verrez, tu verras. Voilà, je vous le conseille vraiment. J'ai bien envie de le voir ce film parce que déjà Virginie Efira, c'est un gage de qualité sur les films. Tout à fait. Parce que voilà, elle est tout le temps au moins. Il y a tout le temps au moins elle qui est extraordinaire. Qu'elle sortait un peu de ses rôles habituels, soit de la comédie ou du côté un peu bourgeoise des fois qu'elle peut avoir. Oui. Ah non, là, vraiment, elle
si je peux me permettre, elle joue la prolétaire, voilà. D'accord. Vraiment, qui travaille en boîte de nuit et je crois qu'il y a même un deuxième boulot pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. D'accord. Et ça, ce sera visible au Toll du Lac. Non, au Victoria. Au Victoria, autant pour moi. Film d'auteur, donc oui, voilà. Et toujours au Victoria, nous aurons L'Arche de Noé de Brian Marcineau avec Valérie Lemercier, Finnegan Oldfield et Elsa Gedged. C'est l'histoire d'une association qui accueille des jeunes LGBT mis à la rue par leur famille. Derrière l'apparente comédie, les excès, l'envie de s'affirmer, se cachent des vies brisées. Tous ont cette furieuse envie d'exister, de trouver leur place dans la société. Ils ont 6 mois pour trouver un travail, un logement et s'accepter comme ils sont. On écoute un extrait tout de suite. Ce bordel là. Oh, j'avais zappé lui. Alex, c'est ça? J'ai vu quand même que vous aviez beaucoup de gens. Vous pourriez mettre sur le papier que vous n'avez pas besoin de moi, comme ça moi. J'ai besoin de toi. Nous venons en aide aux jeunes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres. C'est moi. Enchanté, Karim. J'aime l'humour et l'amour. Et l'argent. Cristal, en transition. Ici, nous, on héberge pour 6 mois maximum. Lundi, j'ai eu 18 ans. Mes parents, ils attendaient pour me mettre à la rue. Et toi, tu vas les sauver, toi? Je les réinsère. Ma mère, tu sais, quand elle a appris que j'étais homo, elle m'a dit qu'elle allait pleurer toutes les larmes de son corps jusqu'à la tombe. C'est donc un film d'auteur que vous verrez au Victoria. C'est assez surprenant de voir Valérie Lemercier dans ce genre de... Pourquoi pas? Elle a besoin de se diversifier aussi au bout d'un moment. Hein. Oui, mais j'ai envie de dire, je crois que c'est la première fois que je le vois dans le registre dramatique, en fait. Même si apparemment le film ne manque pas d'humour, c'est vrai qu'on a quand même plus souvent l'habitude de la voir dans des comédies un peu plus potaches. C'est Lolo. Voilà. Vous n'avez pas de Paul là, voilà, on s'en souvient très bien. Mais voilà, écoutez, c'est curieux et puis le film a de bonnes critiques, donc pourquoi pas découvrir ça au Victoria. On a aussi 4 autres sorties qui sortent cette semaine, mais on va aller un petit peu plus vite. Tout à fait. Nous avons un film d'animation, La course au miel, vraisemblablement un film d'animation pour les petits de Anna Blazik, si j'écorche encore un nom, mais j'ai tous les compliqués. Je t'ai laissé tous les noms compliqués. Oui, j'ai vu. Alors, un petit synopsis rapide. Un papa ours et son ourson Teddy partent à la recherche de miel pour préparer un gâteau d'anniversaire. Ne trouvant rien aux alentours, Teddy convainc papa ours de partir à la recherche de l'Eldorado, un lieu magique qui abriterait une source inépuisable de miel. Voilà, c'est un film donc vraiment pour les petits enfants, apparemment à partir de 5 ans, parce que le film a quand même une durée d'1h10, mais voilà. C'est un risque de se faire piquer par une abeille, peut-être. Oui, le film est déconseillé au moins de 5 ans. Voilà. Autre sortie rapidement au Victoria, c'est La Vénus d'argent de Helena Klotz avec Claire Pommet, Nils Schneider et Sofiane Zermani. C'est l'histoire de Jeanne qui a 24 ans, qui vit dans une caserne en banlieue avec son père gendarme, son petit frère et sa petite sœur. Elle a fait le pari de réussir sa vie dans le monde de la finance, pas pour la gloire ou le luxe, mais parce que c'est le moyen qu'elle a trouvé pour gagner sa liberté. Un film donc d'émancipation, d'affirmation qui peut être assez intéressant et dont l'affiche est assez... En général, c'est joli. Il se débrouille bien, Nils Schneider. Nils Schneider, bien sûr, le compagnon de Virginie Efira. Voilà, tout est lié. Tout est lié. Exactement. Autre sortie, on a Testament de Denis Arcand avec Rémi Girard, Sophie Laurin et Marie May. Donc, ça raconte dans une ère d'évolution identitaire. Jean-Michel, un célibataire de 70 ans, a perdu tous ses repères dans cette société et semble n'avoir plus grand-chose à attendre de la vie. Mais voici que dans la maison de retraite où il réside, Suzanne, la directrice, est prise à partie par des jeunes manifestants qui réclament la destruction d'une fresque offensante à leurs yeux, alors qu'il observe avec ironie cette époque post-pandémique où tout lui semble partir à la dérive. Jean-Michel reprend en main sa vie et celle des autres. Voilà, c'est un film québécois. C'est le film social de la semaine pour moi. Voilà, mais Denis Arcand est habitué à critiquer la société actuelle et je crois que c'est son premier film post-Covid. Donc pourquoi pas avoir son point de vue sur les changements de la société qui ont eu lieu. Surtout dans un autre pays. Voilà. Et dernière sortie de la semaine, c'est un film chinois, Un hiver à Yanji, de Anthony Shen avec Zhu Dongyu, Liu Haoran et Xu Jiao Xu. Ah, tu t'es bien... j'ai fait chinois. Moi. Ouais. Autant pour moi alors. C'est l'hiver à Yanji, une ville au nord de la Chine, à la frontière de la Corée. Venu de Shanghai pour un mariage, Hao Feng s'y sent un peu perdu. Par hasard, il rencontre Nana, une jeune guide touristique qui le fascine. Elle lui présente Chiao, un ami cuisinier. Les trois se lient rapidement après une première soirée
et festive. Cette rencontre intense se poursuit et les confronte à leurs histoires et leurs secrets. Leurs désirs endormis dégèlent alors lentement comme les paysages et forêts enneigées du mont Changbai. Donc c'est dépaysement, amour, sentiment. Un peu long, il me semble. Un petit peu long parce que tu l'as vu à Cannes. Oui, tout à fait, je l'avais vu à Cannes. Alors, c'était pas mal, honnêtement. Mais comme je le dis souvent, quand tu vois des films à Cannes, même 1h40 te paraissent au bout d'un moment une éternité. Mais c'était assez touchant, surtout il y avait des belles images, je me rappelle, parce qu'il y a beaucoup de... Moment contemplatif, mais en plus sur fond de neige, tout ça, donc qui était plutôt bien mis en valeur. Puis l'alchimie entre les acteurs, le trio fonctionnait très bien, ouais. Eh bien écoutez, ce sera à découvrir au cinéma Victoria dès demain. Et du coup, on va se faire une petite pause musicale avant la deuxième partie avec Swan Song de Dua Lipa tiré du film Alita Battle Angel. On se retrouve juste après. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à toutes et à tous, et nous sommes toujours sur la 16/9e, votre rendez-vous sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac, 92.1 FM ou radiograndlac.com. C'est toujours Kevin et c'est toujours Guillaume, et voilà, toujours là, fidèle au poste. Nous allons donc entamer la deuxième partie de cette émission et donc revenir sur les sorties de la semaine précédente pour pouvoir un peu plus rentrer dans les détails et vous indiquer si nous vous invitons à voir ces films ou si nous vous invitons plutôt à vous abstenir. Très rapidement, on va juste rappeler les films qu'on vous avait conseillés la semaine dernière et qui sont toujours disponibles en salle. Tout à fait, Le Garçon et le Héron dans l'animation, L'Abbé Pierre, Une vie de combat, The Marvels pour les super-héros, Second tour de Albert Dupontel, Flo, le biopic sur Florence Artaud et L'Enlèvement de... C'est Marco Bellocchio, non ? Marco Bellocchio, c'est exactement. Et on est toujours un peu mitigé, mais bon, vous pouvez toujours y aller. Sur 3 jours max, La Passion de Dodin Bouffant, Five Nights at Freddy's. Et cette semaine, tu vas nous parler des films qu'on a pu voir et qui sont à l'affiche. Voilà, alors on a vu 2 films cette semaine. On a vu Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc gros blockbuster. Et nous avons vu Gueule Noire, film d'horreur français. Nous allons commencer par Hunger Games. Qu'en penses-tu ? Puisque nous avons vu en commun. Oui, parce que moi je n'ai pas vu Gueule Noire. Hein. Oui, malheureusement. Mais nous en parlons juste après. Hunger Games, c'était une grosse attente pour toi, si je m'amuse. Oui, parce qu'en fait, si je raconte un peu ma vie, c'est un des premiers films qu'on a vu ensemble avec ma femme. Voilà, donc c'est vrai que une valeur particulière. Voilà, c'est pour ça. Et elle avait lu tous les bouquins, tout ça, donc c'est vrai que j'aimais beaucoup les 4 premiers films, même si les 2 derniers sont, on va dire, un peu moins bons. Enfin, la faute peut-être du fait qu'il a été coupé en 2. Oui. Mais donc, en fait, non, c'est plus l'inverse. J'avais aucune attente sur ce film. Ah. Oui, parce que j'avais peur. J'avais peur, justement. En général, tu sais bien, les films préquels, ça sent pas très bon, mais force est de constater que ce préquel, dont on n'avait pas forcément besoin, se révèle très divertissant et très satisfaisant. On a une origin story du personnage de Coriolanus Snow qui est très bien interprété d'ailleurs par Tom Bliss. La réalisation est excellente, hormis quelques petits effets spéciaux un peu ratés lors d'une scène d'explosion. Plus lié au budget, je pense. Qui était inférieur. Et j'ai beaucoup aimé, moi, la jeune Rachel Ziegler, qui est, ma foi, souvent au cœur de certaines polémiques. Mais bon, oui, je trouve qu'elle fait plutôt bien le travail. Et quelques problèmes de rythme, notamment dans sa dernière partie, qui donne l'impression peut-être d'être dans un autre film. Mais ça me concerne, puisque notre ami Kevin a un avis un peu différent. Alors moi, c'est un avis totalement différent. C'est que j'ai adoré parce que le film est divisé en 3 parties. Oui. Et j'ai adoré la 3e partie qui, du coup, diffère des autres films à la Hunger Games, sans trop en révéler. Et j'ai trouvé que c'était assez bienvenu et que c'était même très, impressionnant qu'un blockbuster à Hollywood se consacre vraiment à un méchant et de le traiter... Sur ses personnages, je dirais plus. Voilà, oui, mais vraiment de traiter comme un antagoniste et ne pas d'essayer de le rendre attachant, gentil, quoi. Au début, il a un côté attachant. Oui, au début. Mais c'est vrai qu'après, le revirement fait que c'est bon. Voilà, ils assument jusqu'au bout. Voilà. On n'est pas dans un film à la Suicide Squad. Mais on a eu tous les deux un moment à se dire... Ah oui, mais là, s'ils font rien, il va rester sympathique à nos yeux, quoi. Oui, voilà. Mais
je trouve que c'est bien d'avoir. Du coup, le personnage est très très bien traité. Oui. Par contre, c'est vrai que moi, mon principal défaut, c'est que pour l'instant, on m'a un peu appâté avec cette histoire-là, mais je veux en savoir plus si je veux vraiment sentir un impact sur les films qui ont suivi, enfin qui suivront en termes chronologiques, parce que en soi, le film est un bonus. Oui, on n'en avait pas besoin, mais voilà. bon, là, c'est un bonbon. Voilà, c'est un bonbon, mais il n'apporte pas une plus-value, si vous voulez, à la saga d'origine. Il renforce un peu, on va dire, comment le rapport de rivalité entre Katniss et le président Snow. On comprend pourquoi il la déteste à ce point. Oui. Ça, pour le coup, c'est plutôt bien fait. C'est vrai. Et en tout cas, voilà, tu disais Tom Blythe, Rachel Zegler. Il y a aussi Viola Davis et Peter Dinklage. Alors, Viola Davis, les gens sont un peu plus divisés. Oui, Viola Davis, elle en fait un peu des caisses. Et Peter Dinklage, si vous avez vu la série Game of Thrones ou ses autres rôles dans X-Men, Day Future Past, tout ce genre de choses, il est en terrain conquis. Oui, voilà. Il ne diffère pas trop d'habitude, mais il reste quand même assez... bien, je trouve. Après, c'est une valeur sûre. Par contre, je me demande toujours, est-ce que tu le recommanderais aux néophytes de la saga Hunger Games ? Ah, est-ce qu'on pourrait commencer par ce film-là ? Moi, je pense que oui. Pour moi, le film se tient quand même tout seul. Ah, peut-être pas. Ce que j'ai un peu peur, c'est quand même l'introduction, parce que la première partie est un peu longue. Et je pense qu'il serait peut-être quand même préférable d'avoir vu les films précédents. Parce que du coup, ça vous permet de ne pas avoir trop à découvrir d'un coup. Parce qu'il n'y a pas, on ne réexplique pas le système de tribus et tout ça. Les mentors, tout ça. Les mentors. Et d'ailleurs, ce qui est très bien dans ce film, c'est qu'on prend le parti de ne pas nous montrer justement les districts. Enfin, on nous les montre un petit peu, mais l'action principale se situe au Capitole, chose qu'on n'avait pas la dernière fois. On est dans les dessous du Capitole. Et qui plus est, au début des Hunger Games, de la création. On est au 10e. Voilà. Sachant que dans les films, le dernier, c'est le 75e. C'est ça. Donc on conseille ? Honnêtement, on conseille vraiment, peut-être, renseignez-vous un petit peu pour ceux qui n'auraient pas vu la saga, mais honnêtement, non, vous pouvez y aller. Ça dure 2h40, honnêtement, il y a quelques petits passages un peu... Et quelques longueurs. Mais pas dramatique. J'hésitais parce qu'au final, j'étais après me remémorer. Il n'y en a pas tant que ça, quoi. Des passages longs. Non, c'est surtout c'est essentiellement la première partie qui m'a un peu. Ah non, moi pourtant j'étais vraiment bien dedans. Moi c'était la dernière. Ouais, qui m'a donné l'impression d'être dans un autre film. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Oui, mais après tu raccordes avec ça d'avant, mais bon. Enfin, pour finir, il y a des petites ambiguïtés qui sont bienvenues aussi, je trouve. Oui, le film est assez complexe, donc du coup, on vous invite à le découvrir en salle. Il est encore disponible au Toile du Lac ou au Pâté Chambéry, Léal à Chambéry. Tout à fait. Le Pâté Chambéry, j'ai envie de dire. Tout à fait. Donc voilà, autre sortie que nous avons vue, enfin que j'ai vue, c'est Gueule Noire de Mathieu Turi avec Samuel Le Bihan, Amir El Kassem et Jean-Hugues Anglade. C'est donc un film d'horreur français qui donc raconte l'histoire de miniers au Nord-Pas-de-Calais qui descendent à plus de 1000 mètres et qui vont retrouver et réveiller une créature pas très commode, on va dire, voilà, et pas très jolie. Enfin, elle est jolie dans le sens. Elle est bien faite. Elle est bien faite, mais elle va vous provoquer, je pense, quelques cauchemars. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était un film d'horreur assez efficace. Certains ont déploré la mise en place un peu longue. C'est toujours un peu dans les films d'horreur, hein. T'as toujours une demi-heure, 40 minutes un peu longue où il faut poser le contexte et machin. J'ai pas ressenti ça. Il dure combien de temps ? Il dure 1h45, je crois. C'est le format standard de film d'horreur. Hein. Format standard, et à vrai dire, la mise en place, j'ai vraiment pas trouvé ça long parce que je trouve que le groupe de miniers est assez attachant. C'est Germinal version horreur. Oui, c'est limite ça. Et si Germinal avait déconné à un moment ou à un autre. Mais non, franchement, j'ai trouvé que la mise en place se tenait bien parce qu'on s'attache rapidement au personnage. Alors,
c'est un peu caricatural, évidemment. C'est-à-dire que dans le groupe de Minier, vous avez le grincheux, vous avez celui qui est en surpoids, vous avez celui qui parle espagnol. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on les identifie. Mais bon, ça, c'est des gimmicks du cinéma d'horreur et du cinéma de slasher, en fait, j'ai envie de dire, où vous savez pertinemment que les victimes vont y passer l'une après l'autre, et donc du coup, il faut pouvoir se dire il reste plus que lui, il reste plus que machin. Voilà, il faut moyen d'identification. Les identifier facilement. Samuel Le Bihan s'en sort bien. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu au cinéma, je trouve. Il s'en sort bien. Bon, il fait un peu le mec qui roule des mécaniques. Ouais, c'est Samuel Le Bihan. Enfin voilà, c'est un petit peu Alex Hugo dans la mine. Donc, d'accord. Okay. Voilà, c'est Samuel Le Bihan. Oui, il a toujours eu un peu tendance à avoir un peu ce côté un petit peu surjeu aussi par moment. Voilà. Mais par contre, Jean-Hugues Anglade surprend par son côté professeur un peu gaffeur au début. Voilà, on l'a pas trop vu dans ce genre de registre. Et puis voilà, sinon côté horreur, ça fonctionne très très bien. Peut-être qu'on voit la créature un peu trop rapidement, mais il y a de bons moments de frayeur et 2-3 visions bien cauchemardesques. Donc bien évidemment, à ne pas mettre entre toutes les mains. Mais la photographie avait l'air vraiment magnifique aussi, je trouvais. Oui, c'est inspiré. C'est inspiré, franchement. Et après, je pense que c'est voulu aussi que on a quand même cette perte de repères dans la mine. On ne sait pas vraiment où aller. Donc, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc voilà, c'était ça. Donc pour les sorties de la semaine précédente. Donc on vous rappelle qu'on vous conseille donc finalement 2 films sur 2. Hunger Games, sa balade du serpent et de l'oiseau chanteur, et aussi le film d'horreur français Gueule Noire, qui sont tous les 2 disponibles aux Toiles du Lac à Aix-les-Bains et au Pâté Chambéry. À Chambéry, c'est comme ça on va dire. Voilà. Et on va faire une deuxième pause musicale avant la dernière partie de cette émission avec The Ballad of Lucy Jordan de Marianne Faithfull, tiré du film Thelma et Louise, réalisé par Ridley Scott. On se retrouve juste après. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. On est toujours dans la 16/9e, votre rendez-vous sur l'actualité ciné hebdomadaire sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Et on se retrouve pour la dernière partie de cette émission avec un focus sur Ridley Scott, oui, puisque comme nous l'avons dit en première partie cette semaine avec la sortie du film Napoléon, eh bien nous allons parler de ce grand réalisateur. Donc Ridley Scott naît le 30 novembre 1937 à South Shield dans le Tyne and Wear en Angleterre. Donc passionné de dessin, Scott étudie entre 1954 et 1958 au West Hartlepool College of Art. Tu vois mon accent. Ah oui, c'est très bien, très bien. Il est diplômé en design, puis il entre au Royal College of Art à Londres et il réalise son premier court-métrage Boy and Bicycle où il dirige son jeune frère Tony Scott qui est acteur dedans. Je ne savais pas, faudrait que j'arrive à le trouver celui-là. Il est ensuite engagé par la BBC où il met alors en image quelques épisodes de séries britanniques populaires comme The Informer et Z-Car. Il quitte la BBC en 1968 et il fait ses armes sur des publicités pour la télévision britannique dans les années 70, chose qu'il fera un peu tout au long de sa carrière, comme celle de 1984 pour Apple. Enfin, c'est la première qui m'est venue en tête. Tu l'as déjà vu ? Non. En fait, ils avaient repris un peu le délire de George Orwell, tu sais, le film 1984, avec, c'était la pub pour le Apple II, le Macintosh, là. Ah d'accord. Ouais. Non. Enfin non, c'était pas le Macintosh justement, c'était vraiment l'Apple II, voilà. Ah, l'Apple II. Et c'était une pub comme ça. Et sachant, j'ai regardé, il a fait une pub en 2019. Je me rappelle plus pour ce que c'était, mais bon. Voilà, c'est quelque chose qui fait. Tu vois, par exemple, David Fincher s'est arrêté lui de faire des pubs. Oui. Alors que Ridley Scott continue. Ce n'est pourtant que 12 ans plus tard qu'il présente son premier long métrage, le drame historique Les Duellistes, prix du jury pour un premier film au Festival de Cannes. Et il poursuit sa carrière en mettant en scène 2 classiques du cinéma de science-fiction, bien évidemment. Alien, le 8e passager en 1979, Blade Runner en 1982. Il dirige Tom Cruise dans son film fantastique The Legend en 1985 et suit son premier échec commercial. Tu as vu Legend d'ailleurs ? Oui, et j'ai pas trop aimé. Oui, moi non plus. C'est trop cucu. C'est niais. C'est niais. Oui, on va pas se mentir, c'est niais. On est bien d'accord. Et c'est les débuts de Tom Cruise, donc c'est pas encore génial. Oui.
Ridley Scott change ensuite de registre avec les polars Traqués en 87 et Black Rain en 1988 que tu adores forcément. J'adore. Oui. Réalisateur et producteur incontournable via sa société Scott Free créée en 1995 avec son frère. Alors il a eu plein d'autres sociétés de production mais j'ai retenu surtout Scott Free. Oui, qui est la plus connue. Voilà. Il fait un triomphe en présentant son road movie Thelma et Louise en 1991 pour lequel il dirige Susan Sarandon et Jenna Davis et permet aussi à Brad Pitt de faire une première apparition au cinéma des plus remarquées. En effet. Oui, où il est torse nu. Oui, voilà. Mais d'ailleurs, Jenna Davis a raconté que c'est elle qui a choisi Brad Pitt parmi tous les prétendants et elle s'est pas cachée de dire j'ai choisi lui parce que c'était le plus sexy, quoi. Oui, je n'en doute pas. En plus, il a un peu les cheveux longs. Bref, cependant sa fresque historique 1492 Christophe Colomb ou même à armes égales en 1998 ne remporte pas le succès escompté. S'éloignant quelque peu du grand écran, il produit la série TV The Hunger en 97, expérience qu'il réitérera, je ne savais pas, en 2005 avec Numbers. Ça c'est Numbers avec un 3. Avec je savais pas. D'ailleurs, il a produit d'autres séries comme Raised by Wolves qui a été annulé au bout de 3 saisons, je crois. Ou 2 saisons. 2 saisons. Et il avait produit aussi, si je dis pas de bêtises, Taboo, qui n'a eu qu'une saison avec Tom Hardy. Ah oui, en effet. Qui était très prometteuse, qui nous laissait sur un sacré climax. Un peu trop à la Peaky Blinders. Non, pas du tout. Justement, c'était vraiment, il s'en revenait d'Amérique. Le personnage était moitié fou. Enfin, c'était plus comme si t'avais son personnage dans Peaky Blinders, oui, peut-être, mais mélangé avec du Bronson un peu. D'accord. Et un peu chamanique. Ah oui. Indien. Bref. En 2000, il revient sur le devant de la scène cinématographique en mettant en scène son péplum Gladiator, permettant donc à l'acteur australien Russell Crowe d'être salué par la critique et les spectateurs. Il s'attelle ensuite à la réalisation de la suite du Silence des agneaux, Hannibal en 2001, mais avec la chute du Faucon Noir en 2002 ou Kingdom of Heaven en 2005, il souligne son intérêt pour les fresques historiques, même si la chute du Faucon Noir s'est librement inspiré de faits réels. Ridley Scott fait cependant un passage dans la comédie dramatique Les Associés en 2003 que je n'ai toujours pas vu avec Nick Cage, enfin Nicolas Cage, mais maintenant tout le monde l'appelle Nick Cage. C'est très bien, j'aime bien Les Associés. Ok. En 2007, il dirige à nouveau Russell Crowe dans Une grande année. Son pire film. Celui-là, je l'ai vu, j'ai dit... je l'ai vu dans sa liste, j'ai dit je ne le regarderai pas. Oui. Dis l'anecdote, justement. Oui, disons que si vous voulez voir, c'est quand même le seul film qui existe au monde où vous pourrez voir donc soit Russell Crowe conduire une Smart sur Moi Lolita d'Alizé, ou encore voir Russell Crowe jouer au tennis face à Didier Bourdon. Donc voilà, c'est quand même assez... Le camoulox est assez élevé. Voilà. Mais heureusement, il a aussi dirigé Russell Crowe pour le film American Gangster avec Denzel Washington que nous recommandons plus fortement, même si je trouve que le film est un peu long. Voilà, c'est pas du Scorsese, c'est pas pareil. Bon. 3 ans plus tard, il présente en ouverture au Festival de Cannes son nouveau film. J'avais oublié qu'il avait été en ouverture du Festival de Cannes. Si. Robin des Bois, donc avec dans le rôle titre son fidèle compagnon Russell Crowe. Il y a, je crois, si je ne dis pas de bêtises, Léa Seydoux, Mark Strong, Oscar Isaac, et Kate Blanchett. Et Kate Blanchett, exactement, oui, en Marianne. D'ailleurs, c'est une de mes préférées. Moi aussi, également. Si Russell Crowe n'est peut-être pas mon Robin des Bois préféré. Mais Marianne, peut-être. Oh oui, clairement. Peut-être Marie-Elisabeth Mistranton. Bon, bref, ce serait pour un autre focus, voilà. Robin des Bois au cinéma. Il faut ensuite attendre l'année 2012 pour retrouver un film de Ridley Scott dans les salles obscures. Prometheus, film réalisé en 3D, la première fois pour le réalisateur, et le film reçoit un accueil mitigé, bien évidemment. Très mitigé, et qu'on va pas se mentir, c'est refroidi au fil des années. Disons quand même que moi j'avais plutôt bien apprécié Prometheus. Au premier visionnage. Et après, ça se délite un peu, je trouve. Oui, mais par exemple, il met en scène le thriller Cartel, après, qui était... Que je n'ai pas vu. Qui visiblement est très mauvais. Et la fresque Exodus, un film sur Moïse avec Christian Bale, que je n'apprécie pas forcément. Pour moi, il est raté. Ce film est raté. Oui, parce qu'il essaie trop d'aller dans le blockbuster, à mon sens. Oui, alors qu'il aurait dû rester sur... plus une inspiration biblique. Et si je peux me permettre, je trouve que le film a le cul entre deux chaises au niveau de l'inspiration biblique. Tout à fait. Oui. Il ne sait pas comment prendre parti. Oui. Et le film a été très mal vendu et en plus il avait eu une petite polémique par rapport au fait qu'on ait mis des acteurs. Il y a du whitewashing, donc des acteurs blancs pour jouer des Égyptiens.
Voilà. Heureusement, en 2015, il revient à la SF avec Seul sur Mars avec Matt Damon, que j'avais plutôt bien apprécié, mais qui me laisse pas un souvenir impérissable, honnêtement. Mais il était efficace. En 2017 sort 2 films, Tout l'argent du monde. On reviendra pas sur la polémique qu'il y avait sur ce film, mais c'est pas grave. Ainsi que la suite de son Prometheus, Alien Covenant, pour la qualité qu'on lui connaît. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. En 2021, 2 films également. En premier, Le Dernier Duel, qui raconte le dernier duel judiciaire entre Carouge et Le Gris, que pour ma part, j'avais adoré. Oui, c'est un bon film. Et House of Gucci, qui évoque la vie de Patricia Reggiani, la femme de Maurizio Gucci. Avec Lady Gaga. Et Adam Driver, qui veut toujours se faire un expresso. Oui, voilà, qui surjoue un petit peu non, c'est surtout le doublage. Il parle tout le long en français normal, mais dès qu'il y a un truc expresso et quelque chose comme ça, ils appuient. Et finalement, en fait, ce film, j'ai jamais eu besoin de le revoir. Tu vois, autant Le Dernier Duel, j'aurais envie, alors celui-là... Non, peut-être parce qu'il est un peu trop long pour ce qu'il a raconté quand même. Il y a une dernière partie aussi qui fonctionne pas très bien. Oui. Et donc ce mercredi va sortir Napoléon, et l'année prochaine, attention mesdames et messieurs, puisque va sortir l'un des projets peut-être... Je ne comprends pas, mais bon... possiblement foireux. Oui, si vous avez vu Gladiator, vous comprendrez. Puisque va sortir Gladiator 2. Donc voilà, avec un beau casting, Denzel Washington, Paul Mescal, si je dis pas de bêtises, Pedro Pascal, et donc intrigué quand même si j'ai très peur. Donc pour ceux qui se posent des questions, on devrait voir le fils caché de Maximus. Ça a été affirmé, et déjà rien que le pitch qui part comme ça sent pas bon. À voir. Bon, voilà un peu pour ce petit portrait de ce réalisateur talentueux, un peu touche à tout, mais aussi capable, pour moi, du meilleur comme du pire, très doué pour la SF, mais surtout, pour moi, il n'a jamais été aussi bon que dans les films d'époque. Oui, tout à fait. C'est vrai que sur les films historiques, c'est là, d'ailleurs, on voit tout son talent, puisque il tourne les grandes batailles très rapidement. C'est ce que trouvent les comédiens. Napoléon, par exemple, a été tourné 61 jours. Oui, 61 jours, c'est impressionnant. Et donc, une actrice disait qu'il est possible en une journée de réaliser, de faire 4 grosses scènes. Mais je pense que du moment que tu as énormément de caméras, ça doit être faisable, hein. Oui, mais je pense aussi que c'est le savoir-faire peut-être de la pub, du fait du tournage vite fait, bien fait. Vite fait, bien fait, ouais. Et je pense que voilà, comme Spielberg, comme Eastwood, ce sont des réalisateurs qui ne rendent pas la copie après la date. Voilà. Spielberg, en général, le film est pas très bon quand il fait ça. Oui, mais bon, voilà. Et toi, que penses-tu de Ridley Scott, un petit peu? Moi, c'est un réalisateur que j'aime bien. Bon, évidemment, il y a quelques gadins, mais la filmographie est tellement importante que j'ai envie de dire que c'est inévitable. Peut-être qu'il réalise trop. Peut-être qu'il devrait plus réfléchir à ses projets en amont. Moi, je pense que il a peur maintenant. Surtout maintenant. Voyant... vulgairement se voyant arriver au bout du rouleau, il ne veut pas, il veut faire le plus de choses possible et rapidement. Oui, je pense que la mort, le suicide de son frère, réalisateur Tony Scott, réalisateur de Top Gun, a pas aidé. Je pense l'a vraiment poussé à se dire, il faut que je réalise le plus de films possible avant ma mort. Et quitte peut-être à mourir sur scène ou en plein milieu d'un film, mais en tout cas, à l'inverse d'un Martin Scorsese, il n'a pas un plan en tête sur combien de films il lui reste à faire avant de mourir. Martin Scorsese, c'est juste maintenant, il a dit encore un ou deux. Voilà. Mais je trouve qu'il vit mal, surtout Ridley Scott, notamment dans ses sorties, dans les tabloïds et tout ça, je trouve qu'il vieillit pas bien. Il fait un peu vieux grincheux. Il fait vieux grincheux, vieux papy, un petit peu, qui a tout compris, quoi. Oui, mais bon, j'ai envie de dire, à son âge, on va pas trop lui en vouloir. Oui, puis surtout sa filmographie, je veux dire, rien que, on évite de parler d'Alien, de Blade Runner et de Gladiator, mais bon, vous avez déjà ça, à mon avis, dans votre CV de réalisateur. Voilà, quoi. C'est 3 classiques dont il est difficile de les démonter, j'ai envie de dire. C'est quasiment, c'est 3 intouchables. Faut aller dans le chipotage. Oui, c'est tout. C'est 3 intouchables que les gens généralement apprécient. Mais j'arrive pas à déterminer une patte Ridley Scott, par contre. Non, c'est difficile. Alors, récemment, j'ai envie de dire que depuis Prometheus, il y a quand même un lien, par rapport à la religion. Oui, au spiritisme. Je suis d'accord. Et je pense que c'est lié à la mort de son frère. C'est depuis Prometheus, je suis d'accord, oui. Mais, auparavant, on a un peu plus l'impression de voir les projets
qui viennent comme ils viennent, quoi. Mais c'est vrai parce que même dans sa manière de filmer, par exemple, Les Duellistes est filmé très très près, tu vois, très 35 mm vers les yeux, même des fois le visage n'est pas complet dans le cadre et tout ça. Et d'autres films où qui va être plutôt à filmer les grands espaces. Enfin, il y a plusieurs styles de réalisation. Mais je pense qu'il cherche pas à avoir vraiment un genre particulier ou un style particulier qu'il aime bien. Oui, par exemple, Scorsese, tu peux assez facilement identifier son style. Oui. Je sais pas, le premier qui me vient en tête, Michael Bay aussi, mais lui, ouais. Non, c'est vrai, tout à fait. Mais c'est peut-être ce qui le rend peut-être le plus polyvalent en termes de réalisation. Mais c'est un des réalisateurs qui est le plus touche à tout pour moi. Oui. Et du coup, à défaut, le plus surprenant en bien ou en mal. C'est vrai que des fois, quand il part dans certains projets, tu te dis que Gladiator 2, typiquement. Oui, qui est annoncé depuis 15 ans, quand même. C'est une demande de studio, ça c'est clair et net. Je suis pas certain, je crois que le projet il traîne depuis une vingtaine d'années. Et que c'est lui qui le chapeaute depuis... Non, mais il y avait même une idée de scénario où c'était oui, c'est vrai. Maximus, je crois, qui devait, tu sais, comme dans la Divine Comédie, qui devait aller en enfer et affronter toutes les figures de l'enfer. Oui, voilà. Franchement, ça paraît pourri comme ça, mais pour une série B, tu vois. Oui. Bon, non, et Maximus, tu le vois. Oui, mais c'est vrai que ça aurait fait perdre de la qualité au premier film. Oui, tout à fait. Et donc, on a quelques films à vous conseiller qui seraient très rapidement un peu moins connus. À découvrir. Oui, Les Duellistes. Justement, pour coller un petit peu avec l'époque napoléonienne, son premier film raconte la rivalité entre deux hussards dans l'époque napoléonienne, ce qui nous permet, en fait, ils s'affrontent en duel, d'ailleurs, pour une connerie. C'est pas un spoil. Sur 20 ans, et ça nous permet, en fait, de traverser toute l'époque napoléonienne. C'est filmé à la Kubrick, et c'est découpé en tableaux, en fait. Oui, c'est un peu découpé en tableau. Tu vois que ça manque un peu de liant, mais c'est plutôt bien fait. Ça te permet en fait de balayer vraiment du moment où Napoléon est premier consul jusqu'à après Waterloo. D'accord. Et donc je conseille, je crois que c'est sur MyCanal. Donc un film assez dense. Oui. Alors et quand même trépidant. Pas si long que ça, mais vraiment très très bon film avec Harvey Keitel et Keith Carradine. Ouais, j'allais dire le frère de David, mais je me rappelle plus le nom. Voilà, excellent film. Autre film que je conseille, moi, c'est 1492, Christophe Colomb, avec notre Gérard national, Gérard Depardieu. Qui avait été demandé expressément par Ridley Scott, en plus. Oui, et il y a aussi Sigourney Weaver. Moi, je trouve que c'est un très bon film d'aventure. Tout à fait. Avec un bon rythme, un rythme solide. Voilà. Musique. Ça ne colle pas historiquement parfaitement, mais en termes de film hollywoodien, je trouve que c'est ce qu'on a fait de mieux avec l'histoire de Christophe Colomb. Voilà. Oui, parce qu'en plus, il y avait un film rival que j'ai jamais vu avec Marlon Brando. Par contre, Georges Corafas. Oui, la fin tombe un peu... j'ai toujours un peu un peu rapide. Un peu rapide et un peu... comme ça. Voilà. Autre film, moi, que je vous conseille vraiment, je trouve que c'est un de ses meilleurs, c'est Thelma et Louise, justement. Donc, on a passé un extrait de la bande originale avec Gina Davis, justement, et Susan Sarandon. Le road trip de deux femmes qui cherchent à s'émanciper un peu du carcan, du patriarcat, on va dire. Du monde masculin. Du monde masculin. C'est très avant-gardiste. Et vraiment excellent à revoir. Moi, je vous conseillerais, peut-être pour terminer pour ce soir, je vous conseillerais Black Rain avec Michael Douglas, qui est un très très bon thriller. Je résumerai en disant que c'est Blade Runner contemporain au Japon. Voilà. Donc c'est un que tu m'as fait découvrir. C'est un flic américain qui débarque au Japon pour arrêter un criminel et le dépaysement est total. La musique d'Hans Zimmer est formidable. Donc franchement, allez-y. C'est un très très bon Ridley Scott. Un petit dernier quand même très rapide qui est un peu sous-estimé à mon goût, c'est Kingdom of Heaven, pour moi la meilleure fresque sur les croisades avec Orlando Bloom, Jeremy Irons, Eva Green, bien évidemment. À voir, alors moi j'aime beaucoup la version cinéma, mais à voir en version longue c'est encore meilleur, des batailles et des décors vraiment magnifiques. Je vous conseille chaudement, par exemple plus qu'un Robin des Bois. Ah oui, largement mieux qu'un Robin des Bois pour moi. Ça fait peut-être longtemps que tu l'as pas revu, mais Kingdom of Heaven, il faut que je découvre la version longue. Moi, j'étais resté à la version courte. En tout cas.
Eh bien, donc, du coup, ce sera tout pour le sujet focus de cette semaine. La semaine prochaine, nous reviendrons sur les films qui adaptent l'histoire de Napoléon. Oui, ça me prend beaucoup de temps. Oui, parce que les films sont généralement très, très, très longs. Oui. 5h30, 4h30. Enfin, voilà, c'est Napoléon, c'est difficile à résumer. Quant aux sorties, du coup, qu'on vous a parlé en début de soirée, en début d'émission, on vous rappelle quand même qu'il y a dès demain Napoléon. Bien sûr. Mars Express, film d'animation adulte, Je ne suis pas un héros, Sound of Freedom, Rien à perdre avec Virginie Efira, L'Arche de Noé avec Valérie Lemercier, La course au miel, pour les enfants, les petits-enfants, La Vénus d'argent, Testament et Un hiver à Yanji, le nouveau film chinois. C'est donc à voir donc à Aix-les-Bains, au Cinéma Victoria ou au Toile du Lac, et à Chambéry, à l'Astrée ou au Pâté Chambéry-Léal. Tout à fait. Et donc, du coup, côté programmation radio, dès demain, vous pourrez retrouver l'émission Parents Autrement, présentée par Pauline, de 13h à 13h30. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, toujours à la même heure, 19h30. Et pour se quitter ce soir... Oui, un petit titre, on va rester dans la famille Scott un petit peu. Tout à fait. On va rendre un petit hommage au frère donc de Ridley Scott, Tony Scott, puisque nous allons passer Take My Breath Away, donc de Berlin, issu du film Top Gun. Nous vous souhaitons à tous une bonne soirée et à la semaine prochaine. Bonne soirée à vous.